5e calendrier de l'Avent. Nous avons décidé de reprendre les bonnes habitudes en attendant le long épisode sous votre sapin. Chaque jour, avec Mystery, nous allons ouvrir, avec malice, une case pour y découvrir la version de Santa Claus, Saint Nicolas ou autre Père Noël. Donc en se posant la question, quel est le costume du jour ? Aujourd'hui, avec Mystery, nous avons choisi un costume pour notre petit Papa Noël, surtout pour ses elfes, a priori. Nous allons vous parler du plus étrange des adolescents vivant au pôle Nord, pas d'ailleurs le seul. Il pourrait être dans notre équipe. T'en dis quoi, Mystery ? Que je suis très content, c'est un de mes films préférés. Ah ouais. De la sélection. De la sélection. Ouais. Bah écoute, parfait. Donc raconte-nous, parce que je te le dis, je l'avais jamais vu. Will Ferrell n'est pas ma tasse de thé globalement. L'humour de Will Ferrell n'est pas vraiment ma tasse de thé. Après, quand je suis devant, je me laisse happer par le délire en fait. Mais globalement, j'ai du mal à y aller par défaut. Will Ferrell a toujours des idées très très cons. Et c'est le seul à pouvoir les vendre. Ah, c'est le seul à pouvoir les jouer. Ça, je suis bien d'accord avec toi. Ils sont peu à pouvoir faire ce qu'il fait. Donc voilà. Donc l'idée, c'est qu'un enfant, un nouveau-né, enfin un petit garçon, se glisse dans la hotte du Père Noël au moment du dépôt des cadeaux, et donc remonte au pôle Nord, grandit avec les elfes en pensant que lui-même est un elfe. Ça pose quelques problèmes, globalement. Le Père Noël est joué par Ed Asner, que j'adore, qui est l'acteur de la série Lou Grant, un grand nom du cinéma et de la télé. Et donc, grandissant, ce petit garçon s'aperçoit que les autres elfes restent à la même taille, et pas lui. Et comme Will Ferrell fait un bon 1m90, ça se voit. On va arrêter de se mentir. Et donc il retourne à New York pour découvrir qui est sa vraie famille, qui est son père. C'est un classique, c'est le poisson hors de l'eau, c'est les troncs libres, c'est le gars. Ouais, mais avec la naïveté. Ouais, voilà, avec la naïveté de Big, et en plus il est pas loin de Dumb and Dumber quand même. Il est pas, il a aucun des codes. Ou Blast from the Past, le film avec Brendan Fraser, dont la famille est dans un bunker dans les années 50 et remonte. Non. Là, on est pas loin de California Man. On est pas loin de California Man aussi. On en a parlé il y a pas longtemps. Exactement. Non, mais ce que je veux dire, c'est que on est quand même dans l'esprit de Will Ferrell, le débile mental, qui a pas les codes, d'accord, mais en plus il est vraiment hyper naïf. Je vais pas dire débile, hyper naïf. Voilà. Oui. Donc on est à un niveau de naïveté qui frôle l'enfant de 3 ans, quoi. Qui frôle le dadaïsme, et c'est ça que tu ne veux pas comprendre. Si, j'entends. Et tu sais mon amour pour Philippe Catherine, donc on va pas revenir sur le sujet. Mais c'est le truc me fait moyennement rire. Voilà, c'est pas grave, hein, c'est comme ça. La vérité, surtout, ce qui est génial, c'est le casting de qui est son vrai papa, en la personne de James Caan, qu'on connaît être l'homme le plus drôle de l'histoire, en fait, du cinéma. Mais oui. Mais non, je crois pas. Donc en fait, quand James Caan fait la gueule, en fait, globalement, c'est James Caan qui sourit, quoi. Tu penses que James Caan fait... C'est-à-dire, il te le vend pas, tu sais qu'il fait la gueule. Il fait la gueule tout le temps. Donc en fait, j'étais en train de me dire, mais pourquoi il a dit oui ? En fait, à part pour le pognon. C'est-à-dire que tu sais pertinemment que le mec n'a pas de deuxième degré. Mais, je veux dire... Je suis pas d'accord. Ah non, mais de réputation, James Caan, il a une réputation catastrophique, tu vois. On est d'accord. Donc résultat, tu te dis, le mec est en train de jouer dans un film avec Will Ferrell qui joue le demeuré autour de lui, quoi. Et j'imagine le plateau. Et en fait, le seul truc qui me fait marrer, c'est de m'imaginer, tu sais, James Caan, genre coupé. Mais et le mec, je suis là. Son visage s'écroule, genre il fait la gueule, tu vois. C'est quand même le mec qui était dans Le Parrain, tu vois. Il joue avec Will Ferrell qui saute dans des sapins, tu vois, je veux dire, bref. Bon, on retrouve aussi au casting Mary Steenburgen, qu'on a vu évidemment dans Retour vers le futur 3, puisque c'est la maîtresse d'école qui tombe amoureuse de Doc et Doc tombe amoureuse d'elle. Qu'on retrouvera dans Frangin malgré eux. Ah bah oui, évidemment. Elle s'amuse bien avec Will Ferrell. Elle s'amuse bien. Mais elle est pleine de douceur, parce qu'en fait, c'est pas sa mère, c'est la nouvelle femme de James Caan. Donc ils ont un enfant ensemble, etc. Donc il va falloir qu'elle compose avec cette espèce de gars qui débarque de nulle part. Et elle lui ouvre les bras plus rapidement que son père, je trouve. Ouais. Ce qui fait que c'est un rôle très sympathique, et l'équilibre des deux fonctionne pas mal. Il y a Zoé Deschanel qui fait du Zoé Deschanel
la girl next door perdue avec Qui ses grands yeux. en blonde, tu sais pas pourquoi, mais ça marche. Mais c'est Zoé Voilà. qui est là pour apporter sa pièce. Et t'as un Peter Dinklage qui vient refaire un peu ce qu'il avait fait dans Saturn à Manhattan, dont on a parlé l'année dernière. C'est-à-dire la personne de petite taille qui veut pas qu'on lui rappelle que c'est une personne de petite taille, mais qui vient jouer le personnage de petite taille. Avec ou pas mais c'est une alors la scène est géniale. Dinklage a pas encore le pouvoir de choisir ses rôles, donc mais il vole la scène quand même. Mais c'est une scène extraordinaire. C'est une scène extraordinaire parce que Will Ferrell il va à fond. Ouais, puis lui aussi. Et lui aussi. Il a du répondant et honnêtement la scène est vraiment super. Donc c'est un film avec des vraies séquences folles. Hein. Il y a des trucs. Attends, réalisé par Jon Favreau quand même. Réalisé par Jon Favreau, tu as raison. Et c'est important, avec une musique de John Debney qui est vraiment chouette. Le thème est super. Ouais. C'est un vrai thème de Noël. Tu vois, je veux dire, pour moi, je connaissais le thème alors que j'avais pas vu le film. Donc ça marche. Et Jon Favreau s'amuse. Et tu sens qu'il y a... C'est le Jon Favreau gosse, le même qui va faire Iron Man plus tard. Hein. Et j'ai envie de te dire, c'est le même que celui qui fait Mandalorian, en fait. C'est Jon Favreau, quoi. C'est je mets mes jouets, tu vois, je pose mes trucs, je me fais des kiffs, et tu sens qu'il se fait plaisir à réaliser le film en fait. Non mais le film c'est pas le meilleur de Will Ferrell, c'est un film sympathique. C'est pas celui que je recommanderais le plus dans la liste. Non mais dans la liste des films de Will Ferrell, concrètement, il y a des très très bons, et il y a une grande masse de films, ok, tu vois. Ouais. Et en fait, il est là-dedans, mais il est dans la partie plus haute de ce panier-là, mais ce panier, il est assez large en fait. Parce que quand tu regardes, on parlait de Frangin Malgré, il y a quelques temps, je crois qu'on parlait des Rois du Patin aussi. Tu vois, il y a plein de trucs comme ça, même Eurovision, tu vois. Dans cette gamme-là, plutôt en bas du panier, mais Eurovision aussi des délires. Mais en tout cas, tu sens que les gens s'amusent, que l'esprit de Noël, la légèreté de Noël est dans le film. C'est clair. Ils ont réussi ça. Et je pense que c'est un film à montrer à des gamins de 7 à 12 ans. Ouais. Parce qu'il y a vraiment des conneries de sales gosses que eux n'ont pas le droit de faire. Mais qu'en fait, en voyant quelqu'un le faire, ils se disent si j'avais le droit, c'est ça que ça donnerait si j'essayais vraiment. Ce à quoi je pense depuis un petit moment. Donc non, c'est un film sympathique à regarder en famille. Ça te va ? Je le défends quand même, l'air de rien, tu vois. Mais c'est le souvenir d'une nuit au Roxbury. J'ai juste pas atteint le seuil où je tolère le film et finalement je l'accepte, tu vois. Je suis pas encore là. Ça viendra peut-être. On va faire Ricky Bobby bientôt. Ça, je l'ai fait. J'ai fait aussi. Mais en fait, faut les refaire, je pense. Ouais, faut en parler. Donc, au budget, on est à 33 millions de dollars, ce qui nous fait un box-office juste américain, 173 millions. C'est du délire, Will Ferrell cartonne au Saturday Night Live à ce moment-là. Non, mais c'est... Ouais, mais en même temps, on sait aussi que les films du Saturday Night Live, c'est pas toujours des massacres. Non, mais ce que je veux dire, c'est sa popularité au maximum. Oui, bien sûr. Mais, et l'idée est con, quoi. Ouais, mais ça marche. Budget, ça marche. Box-office dans le monde, 220 millions de dollars, mais 147 000 entrées en France. C'est un flop. Mais parce que ça... c'est SNL, en fait. On connaît peut-être pas bien. Mais on connaît pas Will Ferrell. On n'a pas les codes. Donc sorti en France, c'est de 3 décembre 2003, en face de Love Actually. Bah voilà. J'imagine que le film se fait des montes. On a fait un épisode, on vous invite à aller écouter l'épisode, qui est un épisode sur le travail de Richard Curtis et pas uniquement sur Love Actually. La prophétie des grenouilles de Jean-Jacques Rémy Girard. Très bien, moi j'aime beaucoup. Très bien, mais qui est... Beau film d'animation. Voilà, qui est un film d'animation qui sans doute lui pique des gens, hein, mais tu vas voir qu'il lui vole surtout du boulot. Il y a eu Innocent the Dreamer de Bertolucci, Les clés de la bagnole de Laurent Baffy dans la période, Kill Bill 1 de Quentin Tarantino. Ça peut piquer une partie du public, mais là où le public était surtout au cinéma, ça s'appelle Le Monde de Nemo d'Andrew Stanton et de Lee Unrich. En fait, tu peux rien faire contre le Monde de Nemo. En fait, non, effectivement, c'est mort. Malheureusement, je pense que Elf, qui tape entre les adultes, les sangs et des enfants, finalement entre Tarantino, Les clés de la bagnole, parce que quand même il y a au moins 3 personnes qui ont été le voir, et Le Monde de Nemo, t'es mort. Ouais, c'est mort. Surtout quand tu connais pas le Will Ferrell et que tu sais pas trop ce qui se passe derrière. Alors, pour la petite anecdote avant de vous laisser, la fondation Ray et Diana Harryhausen a déclaré que le réalisateur Jon Favreau souhaitait inclure des séquences en stop motion en hommage aux classiques de l'animation de Noël, tels que Rudolph le petit renne au nez rouge de 1964. Et donc Ray Harryhausen,
pionnier de la stop motion, a été invité à enregistrer la voix de l'ours polaire qui est en stop-mo au début du film. Donc dans la version anglaise, c'est Harryhausen qui fait ça. Voilà. Eh ben, je découvre. Merci. Petite anecdote sympa, hein, tu vois, c'est cool. Je rappelle qu'on a parlé de Ray Harryhausen puisqu'on a fait le choc des Titans. Donc on vous invite à aller écouter l'épisode sur le choc des Titans. Voilà, c'est simple. Donc merci à toutes et à tous pour votre écoute. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Letterboxd pour nous dire ce que vous pensez du film du jour. Vous pouvez écouter les 4 saisons précédentes des films de l'avant, plus les épisodes dont on vous parle pendant les émissions. Vous allez sur les plateformes d'écoute, vous tapez les films de l'avant, hein, vous les retrouvez. Je rappelle aussi qu'on a on a une playlist sur Deezer et Spotify qui s'appelle Les films de l'avant, et quand vous tapez ça, vous avez notre playlist de tous les films qu'on a traités avec les musiques tirées de ces films. Donc il y a quasiment 200 titres, je crois, maintenant dans la playlist. Donc il y a de quoi se faire une bonne après-midi Noël. Et on se dit à demain pour un nouvel essayage de costumes.